Madame, Monsieur, bonsoir. Bernard Tapie et son épouse en liquidation judiciaire personnelle. Décision du tribunal de commerce il y a un peu moins d'une demi-heure. Bernard Tapie perd tous ses mandats électoraux et devient inéligible pour 5 ans. Nous allons y revenir longuement dans cette édition avec les premières réactions en direct du tribunal de commerce de Paris où nous allons rejoindre Dominique Verdeillan. Au mouvement radical, nous attendons la première réaction de Jean-François Aury. À Marseille également, vous savez que Bernard Tapie envisageait de se présenter à la mairie. Réaction également au Parti Socialiste où nous attend Jean-Michel Carpentier, le PS qui tenait ce soir son premier bureau national depuis le renoncement de Jacques Delors et qui cherche toujours son candidat. Également dans ce journal, à l'étranger, encore et toujours la guerre en Tchétchénie, mais les officiers de l'armée russe sont des états d'âme. Ils craignent un nouvel Afghanistan, un mini tremblement de terre dans les Alpes et puis un petit cadeau venu d'Allemagne. Ce sera pour la fin du journal. Le spectre de l'inéligibilité planait depuis plusieurs semaines au-dessus de Bernard Tapie. La décision du tribunal de commerce de Paris vient donc de nous parvenir. Je vous propose de retrouver tout de suite en direct du tribunal de commerce de Paris Dominique Verdeillan. Dominique, la décision est tombée il y a une demi-heure. Est-ce qu'on peut la préciser pour savoir exactement de quoi il en retourne? Alors d'abord, la conséquence, vous l'avez dit, à 19h20, Bernard Tapie et son épouse, à titre personnel, ont été en liquidation judiciaire. Donc la conséquence première, elle est politique. Monsieur Tapie est dans l'incapacité d'avoir des fonctions électives, c'est le terme de la loi. Il ne peut donc plus être élu, mais il perd également ses mandats électoraux. Les conséquences, alors comment on en est arrivé là? Après plusieurs heures de délibéré, le tribunal de commerce a fait les conclusions suivantes. En fait, il a fait une colonne, des plus et des moins. Et on a fait une constatation, le tribunal de commerce a fait une constatation, le passif dépasse de très loin, a dit le tribunal, l'actif disponible. On a regardé du côté des meubles. Du côté des meubles, le tribunal de commerce dit que l'expertise est incertaine. On a regardé les dettes de Bernard Tapie, nombreuses, puisqu'il y a eu des condamnations encore récentes à la douane, par exemple. On a regardé également les actions gagées. On a également regardé les immeubles qui sont hypothéqués. Donc, un constat, celui d'une cessation de paiement. Le terme de ruine a été employé par le tribunal de commerce. Dépenses aggravées. Et à la fin de ces attendus, le tribunal a dit qu'il serait vain de rechercher la voie d'un redressement judiciaire. Donc, pour le tribunal de commerce, il n'y avait pas d'autre issue ce soir que celui de la liquidation judiciaire à titre personnel pour Bernard Tapie et son épouse. Alors, quels sont les recours? Il y en a un seul. Bernard Tapie peut se retourner vers le président de la Cour d'appel de Paris pour demander un sursis à exécution en référé qui aurait comme conséquence de lever la liquidation judiciaire. Mais c'est un appel qui n'est pas suspensif pour l'instant. D'accord, merci Dominique pour ces premières précisions. On vous retrouvera sans doute dans le courant de ce journal. Je vous propose de voir maintenant comment s'est déroulée cette journée, une fois de plus très chargée sur le plan judiciaire pour Bernard Tapie. 5 dossiers devant le tribunal de commerce, 2 autres devant le tribunal correctionnel. Et jusqu'au bout, Bernard Tapie aura espéré un sursis. Philippe Boisserie, Pascal Ponce et Jacques Garniche. Il est 9h10, Bernard Tapie entame son marathon judiciaire au tribunal de commerce. Pas moins de 5 audiences lui sont consacrées aujourd'hui. La première doit étudier la nomination d'un collège d'experts pour départager les responsabilités entre l'homme d'affaires et sa banque. Les débats durent un quart d'heure, la partie est remise. Le président a décidé de surseoir à sa décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Il lui appartiendra de... Et qu'est-ce qu'il a donné comme raison? Il lui appartiendra, le cas échéant, de donner une raison. Le tribunal ne donne qu'une date, le 6 janvier prochain, pour la reprise des débats. Vient alors l'examen de la mise en redressement judiciaire personnelle de Bernard Tapie et de son épouse, suite à la mise en redressement judiciaire de 2 de leurs sociétés le 30 novembre dernier. Comme le parquet a fait appel de cette dernière décision, on nage en plein imbroglio. Les juges se donnent jusqu'à 19h pour trancher. Même chose pour l'examen de la situation de BT Gestion, une autre société en difficulté de Bernard Tapie. Il est 13h, l'homme d'affaires quitte le tribunal en voiture, mais il ne fait que 100 mètres et le voilà devant le tribunal correctionnel pour outrage à agent et diffamation publique envers 7 policiers. Domicile, demande la présidente du tribunal, silence de Bernard Tapie, puis jusqu'à hier, 52 rue des Saints-Pères. La salle sourit.
Maître Lévy, avocat du député, soulève une question de procédure. Pour lui, Bernard Tapie, élu le 12 juin député européen, bénéficiait au moment des faits et des plaintes de son immunité parlementaire. Une fois de plus, le tribunal se donne du temps et renvoie sa réponse au 18 janvier prochain. À 19 h, Bernard Tapie s'est éclipsé. Seuls ses avocats viennent entendre les jugements du tribunal de commerce. Liquidation judiciaire pour les époux Tapie. Le couperet est tombé. Bernard Tapie n'a pas gagné son marathon du jour. Hier soir, Bernard Tapie était ici même, sur ce plateau, dans le cadre de notre édition spéciale. Écoutez ce qu'il avait répondu à une question d'Arlette Chabot et d'Alain Duhamel. Que ferez-vous si vous devenez inéligible ? Qu'est-ce que je fais? Il y a 2,5 millions de personnes qui un jour m'ont dit, malgré tout ce qu'on leur a raconté, parce qu'on leur a dit, c'est pas de la surprise, on leur a tout dit déjà ce qu'on leur dit aujourd'hui, hein. On leur a dit déjà. Qu'est-ce que vous faites? Mais je continue, je bosse pour eux, je travaille pour eux. Moi, la cocarde, j'en ai jamais eu, même quand j'étais ministre. Donc, j'aurais ni pu la cocarde, j'aurais pu l'écharpe non plus, mais ça m'empêchera pas de bosser dans les banlieues, d'aller travailler. Vous savez, quand j'étais ministre de la Ville, au moins ceux qui sont honnêtes reconnaissent que l'essentiel des mesures que j'ai prises sont encore aujourd'hui. J'entends introduire les entreprises dans les cités, c'est mon invention. Le juge de paix, c'est mon invention. Plus de 1,1 million de gosses qui sont partis en vacances, c'est mon invention. Vous avez vu qu'il y avait les maisons des citoyens, je crois que c'est moi qui l'ai inventé. Donc je crois savoir faire des choses dans la vie politique pour que j'ai encore un rôle à jouer, même si on ne veut pas que j'ai de cocarde. Voilà, Bernard Tapie peut faire appel de la décision du tribunal de commerce, Dominique Verdillan le disait, mais cet appel n'est pas suspensif. Et Bernard Tapie perd pratiquement toute chance de pouvoir participer à la bataille pour la mairie de Marseille au mois de juin prochain. Je propose d'écouter la réaction de l'actuel maire de Marseille, Robert Vigouroux, que vient de rencontrer notre correspondant, Patrice Velay. Tous les combats sont bons et je dirais même que c'était un beau combat. Je ne le regrette peut-être pas s'il ne se fait pas, mais nous étions tellement différents. C'est-à-dire que vous perdriez par exemple pour Marseille un concurrent intéressant? Intéressant, non. Non, je ne crois pas parce que il y avait beaucoup trop d'affaires et je crois que quelqu'un qui se prétend capable de gérer une ville doit auparavant avoir su mieux gérer ses propres affaires. Voilà pour cette première réaction de Robert Vigouroux. Autre réaction, celle du Parti socialiste. Bernard Tapie l'avait dit hier soir, il n'était a priori pas candidat à l'élection présidentielle, mais il appelait à un programme et un candidat commun. Première réaction donc il y a quelques minutes au PS qui tenait son bureau national ce soir. Écoutez Jean Glavany. Votre réaction à l'inéligibilité de Bernard Tapie? Écoutez, c'est une décision de justice qui s'impose à tous les responsables politiques et qui n'impose aucun commentaire. Voilà, commentaire laconique, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Michel Carpentier, vous êtes au bureau national du PS, rue de Solferino. Cela n'arrange pas les affaires de la gauche, bien évidemment. Ah oui, vous venez de l'entendre, le Parti socialiste reste extrêmement discret pour l'instant. Il faut dire qu'après le refus de Jacques Delors il y a quelques jours, on mesure bien que cette décision judiciaire ne résout pas le problème des socialistes, où il n'y a plus de candidat pour la présidentielle qui s'impose. Un PS au fond déchiré entre ceux qui souhaitent un homme qui porterait les idées de Jacques Delors et ceux qui préféreraient quelqu'un de beaucoup plus marqué à gauche. Par ailleurs, ce soir, dans la majorité, on observera avec intérêt un nouvel affaiblissement de l'opposition à 5 mois de l'élection présidentielle. Car si la disparition politique de Bernard Tapie ne touche pas directement les socialistes, elle va immanquablement quand même affaiblir l'électorat de gauche, du moins celui qui se reconnaissait en lui. Alors même si cela dégage un petit peu le terrain pour un candidat socialiste, ça ne résout pas le problème de savoir s'il pourra être présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. Merci Jean-Michel pour cette première analyse. Retour maintenant sur la carrière politique de Bernard Tapie. Elle avait commencé au moment où il connaissait ses premières difficultés dans le milieu des affaires avec ses entreprises. Retour sur une carrière politique qui arrive donc à son terme en quelque sorte avec Roland Sicard. En politique, Bernard Tapie aura presque tout connu, mais la consécration, il l'aura eu en 1992. 1992, il entre par la grande porte à l'Élysée, il siège à la table du Conseil des ministres. Et déjà son parcours est conséquent. L'aventure a commencé en 1988 à Marseille. Face à la déferlante du Front National de l'époque, Tapie est envoyé par le PS à la rescousse. Très vite, le discours surprend. Les autres, ils passent leur temps à dire aimons-nous les uns les autres, il faut reculer. Ils parlent, ils bavassent. Alors ça, ici, il y en a des parleurs.
Des mots qui font mouche. Bernard Tapie est battu d'une courte tête, mais l'élection est annulée. Quelques mois plus tard, le voilà élu député de Marseille. Marseille, où le patron de l'OM commence à se faire une réputation. Il a mené l'équipe de football local au succès, et quand en 1992, il est tête de liste régionale, il n'emporte pas la mise, mais il réalise l'un des meilleurs scores de la gauche. Tapie député, Tapie conseiller régional, Tapie bientôt ministre, mais quand les ennuis commencent, qu'il est obligé de quitter le gouvernement, on comprend vite qu'il ne faisait pas vraiment partie de la famille. Êtes-vous un ministre homme d'affaires? Tapie n'a jamais été ma tasse de thé, bon, c'est tout. Je suis pas issu de cette... Et surtout, je ne souhaite pas que le parti s'ouvre de cette manière-là. Tapie reviendra au gouvernement, Tapie échappera au naufrage de la gauche en 1993 et en 1994, avec les radicaux, il talonnera le PS avec plus de 12%. Mais l'objectif de l'ancien patron de l'OM, c'était avant tout la mairie de Marseille, une mairie qui paraît aujourd'hui hors de sa portée. Voilà, nous reviendrons au fur et à mesure que les réactions nous parviendront bien évidemment sur cette information. Nous attendons le reportage de notre correspondant à Marseille. Vous savez que Bernard Tapie avait réalisé un score extrêmement important aux dernières élections européennes. Réaction également attendue de Jean-François Horry du mouvement radical. Tout de suite la réaction de l'avocat du Crédit Lyonnais qui explique que le Crédit Lyonnais va perdre environ 1 milliard de francs à la suite de la mise en liquidation judiciaire prononcée ce soir à l'encontre de monsieur et madame Bernard Tapie. Et puis autre conséquence de cette liquidation judiciaire, elle annule provisoirement en tout cas la vente aux enchères de l'hôtel particulier de Bernard Tapie, rue des Saints-Pères à Paris, vente aux enchères qui était prévue pour demain jeudi. Dans la course à l'élection présidentielle, nous retournons au Parti socialiste où chacun y va de sa proposition pour trouver un candidat. Le nom de Robert Badinter revient souvent. Le maire de Montpellier, Georges Frêche, propose lui Martine Aubry pour faire du neuf, dit-il. Et c'est dans ce contexte donc que vient de se réunir en fin d'après-midi le bureau national du PS pour la première fois depuis le nom de Jacques Delors dimanche, Agnès Molinier et Jean-Louis Melin. Ne vous y fiez pas, le bureau national de ce mercredi, rendez-vous hebdomadaire des socialistes, n'est pas comme les autres. Ce qui change, c'est qu'avec le retrait de Jacques Delors, le parti n'a plus de candidat. Et quel candidat? Celui qui aurait pu gagner. Alors ce soir, il y a ceux qui disent qu'il faut garder son programme et donc rester sur son image d'ouverture, et ceux qui veulent un candidat plus marqué à gauche. Jusqu'à présent, chaque fois que j'ouvrais la bouche, on me disait non, non, Delors, on ne pouvait pas parler. Donc maintenant, on peut parler. Mon point de vue, c'est qu'il faut que nous ayons un candidat commun au plus grand nombre possible de forces de gauche. Si à un moment donné toute la France s'est tendue vers Jacques Delors, c'est qu'il quand même il répondait à la situation politique française et que les Français voyaient en lui une solution à la crise. On a passé 3 mois autour d'un éventuel candidat, on peut passer quelques semaines autour de possibles candidats au pluriel. Et après, on en aura un et un seul. La tâche s'annonce difficile, alors ce soir, les socialistes restent prudents. Aucun nom n'a été avancé, simplement la direction a tranché. Le candidat socialiste défendra le programme du parti présenté au Congrès de Liévin et pas celui de Jacques Delors. Aujourd'hui, la page est tournée. Je pense que maintenant, le candidat ou la candidate soutenue par le Parti socialiste s'inscrira plus naturellement dans la motion de Liévin, c'est clair. C'est fin janvier que le suspense prendra officiellement fin lors d'une convention extraordinaire. À en croire un sondage Sofres pour le Nouvel Observateur, c'est Jack Lang qui serait pour l'instant le meilleur candidat du PS. Il devance Michel Rocard et Martine Aubry. Autre sondage BVA que vous pourrez lire demain dans Paris Match, Édouard Balladur gagne 2 points, 52% d'opinion favorable. François Mitterrand en perd lui 2 avec 51% de bonnes opinions. À droite donc maintenant, c'est sur une péniche que Jacques Chirac avait invité au voyage les parlementaires RPR à huis clos dans la plus grande discrétion, les Chiraciens bien sûr, mais aussi les Balladuriens qui se sont fait fort discrets. Véronique Saint-Olive et François Granier. La péniche n'a pas levé l'ancre et c'est donc dans une sérénité sans vague, à l'abri des curieux, que près de 280 parlementaires RPR ont partagé un avarin d'agneau et beaucoup d'espoir pour la victoire de Jacques Chirac. À la sortie, coude à coude, les compagnons avaient du cœur au ventre et le moral en poupe. Super sympa. Pourquoi? Parce que tout le monde était là, Chirac a fait un très bon discours, on a bien déjeuné ensemble et finalement on a bien ri, c'était très sympathique. On s'aperçoit qu'il y avait toute une catégorie de parlementaires qui étaient là, qui n'ont jamais pris la parole, mais qui sont solidaires et qui veulent avant tout un débat de fond. Et ça change des 4 ou 5 mêmes qu'on entend tout le temps, qui ont toujours des saloperies à dire sur les autres, mais qui n'abordent jamais le fond.
Et aujourd'hui, il y avait une véritable union, une véritable communion entre tous ces parlementaires qui étaient là. Et pourtant, les baladuriens, eux, manquaient à l'appel. Ils n'avaient pas voulu s'embarquer sur ce bateau. On ne sait même pas s'il y a des baladuriens, parce que quand on voit ce rassemblement fraternel, moi j'espère que la candidature du Premier ministre ne viendra pas briser cette unité et cette fraternité. Ah, j'adore ces navigations tranquilles. Oui, décidément, ils étaient tout à fait contents les uns des autres. C'était très sympa. Très sympa. L'hypothèque de l'or levé, les Chiraciens rejettent désormais l'argument du rempart baladure. Et Jacques Chirac l'a expliqué aux siens, avec ceux qui depuis le début se sont engagés à ses côtés, il est parti pour rassembler. Un dernier mot sur la présidentielle avec l'annonce de la candidature de Max Simeoni, le dirigeant de l'Union du peuple corse. Il représentera une liste région et peuple solidaire pour, dit-il, porter la voix de tous ceux qui sont en butte au centralisme étatique et parisien. Si le Sénat confirme dans les jours qui viennent le vote de l'Assemblée nationale la nuit dernière, les candidats aux prochaines échéances électorales, la présidentielle mais aussi les municipales, ne pourront plus bénéficier de l'aide financière des entreprises. Cette nouvelle loi anticorruption va compliquer les choses. Exemple à Carcassonne avec ce reportage d'Arnaud Boutet. Carcassonne, une terre socialiste depuis 1950. Mais en 1983, le RPR Raymond Chéza décroche la mairie, puis la conserve lors des dernières municipales. Nouvel objectif, garder son fauteuil, mais la prochaine campagne se fera sans le financement des entreprises. En 1989, le montant de notre campagne municipale n'a été abondé que par 30% par des sociétés privées. Et ce, uniquement à leur initiative et sans notre demande. Si demain nous n'avons pas ce financement, nous en passerons. Le plus souvent, les chefs d'entreprise étaient davantage dans l'obligation de succomber à des pressions que parce qu'ils étaient eux-mêmes demandeurs de telles interventions. Alors aujourd'hui, tout le monde approuve officiellement l'adoption de la proposition de loi. Trop d'affiches dans le passé et l'image de candidats qui semblaient primer sur le véritable message politique. C'était celui qui faisait la plus belle photo, là, qui en mettait le plus, qui faisait le plus beau journal électoral, en fait, etc. C'était l'escalade. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup trop de gens qui sont exclus pour qu'on puisse se permettre de dépenser autant d'argent sur une situation médiatique, je dirais. Lors des prochaines échéances, le maire sortant compte faire la différence sur son bilan. Son adversaire socialiste reçoit l'appui des communistes. Ensemble, ils envisagent une campagne sur le terrain. Côté financement, peu de crainte, mais l'espoir d'une forte participation des militants. Je compte sur la responsabilisation des citoyens, sur la prise de conscience des militants, et je crois pouvoir compter sur les uns et sur les autres. Seule certitude, la réduction des budgets devrait éviter un excès d'affichage et préserver la beauté du site. À l'étranger maintenant, la situation en Tchétchénie. Boris Yeltsin, le président russe, laisse encore 24 heures aux indépendantistes avant d'ordonner à son armée d'entrer dans Grozny, la capitale. Les négociations sont rompues ce soir, mais les officiers de l'armée russe ont des états d'âme. Ils craignent un deuxième Afghanistan. Les combats se sont poursuivis toute la journée. Dominique Derda sur place avec Jean-François Bernigaud, envoyés spéciaux. Partir, fuir Grozny au plus vite. Pour ces hommes trop âgés pour se battre, ces femmes, ces enfants, rester ici signifie courir le risque de mourir. Car la guerre se rapproche à grands pas de la capitale. Et cette nuit prend fin l'ultimatum imposé par Moscou aux Tchétchènes pour qu'ils déposent leurs armes et renoncent à leur indépendance. Si c'est la guerre, alors il faut se battre entre hommes, dit ce père de famille. Il ne faut pas qu'ils tuent nos femmes et nos enfants. Seule issue possible, les montagnes du Caucase. La route du Sud est l'une des rares qui ne soit pas encore tenue par l'armée russe. Mais il faut faire vite, circuler où que ce soit, c'est toujours prendre un risque. Aujourd'hui, c'est au nord et à l'ouest que l'on se bat. Face à l'énorme supériorité russe en hommes et en matériel, les Tchétchènes font de la résistance, une guerre de partisans. Parfois, comme ce matin, ils parviennent à toucher l'un de ces appareils. Le pilote blessé a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Ses deux compagnons n'ont pas eu le temps de s'échapper. Ils ont été abattus alors qu'ils couraient vers les bois. La guerre ne fait que commencer. Pourtant déjà, après les premières 48 heures de réels affrontements, Grozny retient son souffle. Il y a bien sur la place de l'indépendance les éternels anciens qui rappellent la lutte ancestrale des Tchétchènes contre l'occupant russe et exhortent les plus jeunes à se battre en héros jusqu'à la dernière cartouche.
Mais ailleurs, c'est le silence qui frappe. Ces visages fermés, la glace et la boue qui rendent hasardeux le moindre pas, ces bras zéros autour desquels on se réchauffe avant de retourner dans un appartement où il ne fait guère plus que quelques degrés. Le marché, quasiment désert, quelques provisions venues d'on ne sait où, et pour combien de temps encore. Et puis les chiens errants que leurs maîtres d'hier ont abandonnés jusqu'à des jours meilleurs. La stratégie du président tchétchène semble être d'attirer les chars russes jusque dans la ville où ils seraient évidemment plus vulnérables. Celle des Russes consiste apparemment à encercler au plus tôt Grozny, la capitale, et mettre le général Doudaïev devant le choix suivant, la reddition ou la perspective d'un siège long et inévitablement meurtrier. Et plusieurs pays font part ce soir de leurs préoccupations sur la situation en Tchétchénie. Réponse officielle du gouvernement russe. Occupez-vous de ce qui vous regarde en quelque sorte, pas d'ingérence dans nos affaires intérieures. En Irlande du Nord, après avoir restauré le dialogue et mis fin depuis 3 mois aux attentats, le gouvernement britannique tente maintenant de convaincre les entreprises de venir s'installer en Ulster pour relancer l'économie et pour que la paix devienne irréversible. Tous les moyens sont bons. Par exemple, une visite guidée des quartiers pauvres de Belfast, offerte à quelques dizaines de richissimes hommes d'affaires américains. Sur place, Bernard Lebrun. À gauche, un Américain, Ron Brown, secrétaire au commerce de Bill Clinton. À droite, John Major. Sonner trompette pour vendre l'Irlande du Nord aux investisseurs japonais, coréens ou américains, les Britanniques ont bien fait les choses, en conviant un parterre de PDG et de banquiers, le temps d'un gala et d'une conférence à Belfast. Dehors, on ne porte pas le smoking, mais l'on conteste. Les catholiques républicains du Sinn Féin, branche politique de l'IRA, n'ont pas été invités. Ce conseiller municipal du Sinn Féin explique qu'il est venu convaincre des délégués américains de le suivre, parce que, dit-il, la réalité de Belfast n'est pas ici, dans cet hôtel de luxe. Le vrai visage de Belfast, des Falls, le quartier catholique, le voici. 25% de chômeurs, alcoolisme, misère, guerre des berceaux, immeubles délabrés. Et il a gagné le conseiller municipal. 2 très riches Américains de New York l'ont suivi. À eux deux, ils pèsent 50 milliards de dollars. Ce sont les gérants de la plus grande caisse de retraite des États-Unis. Ils cherchent des placements, cela tombe bien, le temps de construire, disent les affiches. Le but de notre visite, c'est de faire savoir que les investissements américains iront là où la population participera au projet. Car ce sont eux qui ont le savoir-faire, qui connaissent la meilleure façon de créer des emplois. Si nous fournissons l'argent, à eux de le gérer, de s'impliquer. Et les projets ne manquent pas. Comme ici dans ce comité de quartier qui fait de la formation pour adultes, de la garde d'enfants et gère un réseau de taxis communautaires. Attentifs, ils écoutent nos milliardaires, enregistrent et promettent avant la photo souvenir. D'origine irlandaise, ils sont catholiques, mais ils ont tenu à se rendre à Shankill Road, fief des protestants. Parce qu'il y a 2 communautés qui étaient en conflit, il faut qu'elles comprennent qu'elles ont des besoins identiques et surtout besoin l'une de l'autre pour s'en sortir. Si cette paix marche, il faut que le développement économique soit désormais partagé. La paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Pour faire tomber les barrières, les descendants des immigrés d'hier sont prêts à l'assumer. La Formule 1 des puces informatiques, le processeur Pentium sème la zizanie dans le monde des ordinateurs. On l'annonçait révolutionnaire. Elle présenterait en fait un défaut. Dans le doute, IBM décide de retirer du marché tous les ordinateurs équipés de la puce Pentium. Jérôme Corquiquian et Claude Sicard. Voici l'équivalent d'un moteur de Formule 1 dans le monde informatique, le microprocesseur Pentium. Cette puce reçoit un nombre considérable d'informations, les traite et donne des ordres à l'ordinateur. Le Pentium est fabriqué par Intel, géant américain du secteur. 83% du marché des microprocesseurs sont dans ses mains. Un peu comme si un constructeur de moteurs équipait 83% des voitures qui roulent dans le monde. Le problème, c'est que la puce Pentium a un défaut. Dans certains calculs très pointus, il peut commettre des erreurs sur la 5e décimale après la virgule. IBM décide d'arrêter ses livraisons d'ordinateurs équipés de Pentium, mesure exceptionnelle, confrontation du fournisseur et du client. Seuls des physiciens ou des mathématiciens qui travaillent sur des nombres d'une façon extrêmement pointue peuvent en effet éventuellement rencontrer ce problème. Et pas du tout les gens qui sont dans des utilisations classiques, bureautiques. Le risque d'intervenir une fois tous les 27 000 ans. Quelqu'un qui manipule un tableau de chiffres relativement important, et ça arrive dans pas mal d'applications d'entreprises, pourrait rencontrer ce type d'erreur tous les 24 jours en moyenne. Donc le problème n'est pas de dire quel est le risque, s'il y a plus de risques ou moins de risques. Le problème est donc
même si on a une différence sur le risque, c'est de corriger la cause d'erreur. Un problème tous les 27 000 ans ou tous les 24 jours, confusion. En pleine période d'achat de fin d'année, l'affaire tombe plutôt mal. Le consommateur moyen, qui ne s'y connaît pas trop en informatique, risque tout simplement de reporter son achat. Tous les constructeurs sont concernés. Plusieurs font remarquer qu'IBM s'apprête à sortir son propre processeur dans quelques mois. De là à dire que la manœuvre est commerciale, personne n'a voulu le dire officiellement devant la caméra. À La Rochelle, c'est un scandale d'une toute autre nature qui a éclaté. La directrice d'une maison de retraite vient d'être mise en examen pour mauvais traitement à ses pensionnaires. L'établissement a été immédiatement fermé. L'enquête de François Privat. On savait, au Gué d'Alré, un village proche de La Rochelle, qu'Irène Boulino avait des problèmes. Cette directrice de maison de retraite vient d'être mise en examen pour violence habituelle sur personnes vulnérables, en clair des personnes âgées, et exercice illégal de la médecine, alors qu'elle possède un diplôme d'aide-soignante. C'est donc un établissement qui était autorisé pour cette personne qui en reçoit 18. Donc les locaux, la restauration, le personnel, tout ça n'était pas dimensionné pour recevoir ce genre de population. Et les conditions d'hébergement de ce fait étaient totalement insatisfaisantes. Vous aviez des personnes qui étaient dans des chambres qui étaient en fait des lieux de passage. Vous aviez des personnes qui étaient sous des combles. Donc ce n'était pas acceptable. Aucune plainte n'a pour l'instant été déposée. Les pensionnaires, âgés de 60 à 96 ans, ont été placés dans d'autres établissements, au grand étonnement de certains de leurs proches. Moi, j'ai jamais pu aller voir sa chambre. D'après le fils, elle était très bien, elle était dans une chambre à deux lits. Et la nièce de Paris qui est venue la voir, elle a forcé la porte et puis est allée dans la chambre. Elle a accouché dans une pièce où il n'y avait pas d'aération. Et elles étaient 3 personnes à coucher dans cette pièce. Irène Boulino accueillait ses pensionnaires pour 5 à 6 000 francs par mois. Elle est aussi accusée d'avoir attaché certains d'entre eux à leur lit. Ces gens-là, il faut les protéger, et soit vous leur donnez des médicaments pour dormir, et puis alors là, c'est comme je vous disais, c'est fichu, soit eh bien, on continuait un traitement de surveillance la nuit, et en plus, on leur mettait une attache. C'est vrai que ces attaches, c'est des bandes, c'est tout ce qui est le plus ordinaire, mais je connais rien d'autre. Si ces personnes âgées étaient vraiment maltraitées, on peut se demander pourquoi leurs familles, prévenues à 2 reprises par la DAS, ne les ont pas retirées de cet établissement. Et puis la grosse frayeur des habitants de la région Rhône-Alpes. 9h56 ce matin, de Lyon à Genève, tout le monde a senti la terre trembler et ça n'était pas un mirage. Patrice Romden. Voilà 32 ans que la terre n'avait pas tremblé à ce point dans la vallée de la Maurienne. À l'exception de quelques cheminées tombées des toits, de quelques plâtres fissurés, le séisme n'a pas fait de dégâts et la population, quand elle l'a ressenti, n'a pas cédé à la panique. Nous, ça branle un petit peu les échafaudages, donc on n'a rien senti, mais mon fils qui est descendu tout à l'heure a vu les casseroles, et puis on a une petite vitrine où on a des pierres dedans, et ça bougeait. La baie vitrée a tremblé, on a eu l'impression que c'était un bang d'avion. Il est 10 h ce matin, la secousse ne dure que quelques secondes. Immédiatement, les capteurs de l'Observatoire de Grenoble en mesurent l'ampleur et en localisent l'épicentre. Nous l'avons localisé très précisément sous le plateau des Glières, ici, en Haute-Savoie, environ 9 km au nord de Thônes. C'était un séisme de magnitude de l'ordre de 5. Il a été ressenti jusqu'à Grenoble et jusqu'à Lyon. Si réplique il y a, elle sera de faible magnitude, préviennent les spécialistes. Seuls persistent donc des risques d'avalanche, en attendant le prochain séisme. Un hommage maintenant au courage et à la solidarité. L'association Enfance et Partage et l'hebdomadaire La Vie ont remis leur trophée aujourd'hui. Ils ont récompensé un couple de l'Oise, le père et la mère d'une famille de 7 enfants qui, depuis 13 ans, tout simplement par amour, en ont accueilli 8 autres enfants. Regardez, Florence Bouquillat et Clémence Gel. Dans cette famille-là, il y a 7 enfants, fait maison, comme disent les Cobel. Quand le petit dernier a eu 11 ans, la porte s'est ouverte et ne s'est plus refermée. 8 autres enfants ont été recueillis, tous ont une histoire et une origine différente. Enfants handicapés, enfants martyrs, enfants de pays en guerre qu'il faut sauver. Moi j'étais allé en Indochine, je me sentais un petit peu... Vous avez des liens au fond avec ces pays. Et lorsqu'il y a eu des appels pour demander des familles qui accueillent des réfugiés, on s'est senti concernés. Et nos enfants, les premiers, ont dit mais pourquoi au fond on ne s'inscrirait pas pour en recevoir? Rachana et Seripiap ont 8 et 10 ans lorsqu'ils arrivent de leur camp où ils ont été torturés par les Khmers rouges. 2 ans plus tard, Jérôme est adopté, puis Emmanuel, 15 ans, arrive de Grèce, Stéphane, d'une famille d'accueil qui le martyrise. En 1987, Georges et Dany se réfugient aussi chez les Cobel, ils ont quitté le Liban en guerre.
Enfin, Séraphine cherche une famille. C'est une jeune béninoise qui souffre d'une grave maladie des reins. Il y a des jours, je me dis, c'est comme si j'ai toujours vécu ici. Et je sais pas, je me sens à part entière inclus dans la famille, intégrée, parce que les autres sœurs et frères, c'est marrant. Il n'y a pas eu de grande fanfaronnade, de grands coups d'éclat. Il y a un coup de téléphone et puis une réponse à donner assez rapidement. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui arrive ou plusieurs qui arrivent. Et puis la première fois où on les voit, c'est toujours très émouvant. Et puis après, ils sont là. Et le jour où ils sont plus là, on se dit mais c'est pas possible. Ils sont encore là, quoi. Les Cobel ont adopté certains enfants. Les autres sont sous leur tutelle légale. Ils n'ont jamais touché d'aide financière autre que les allocations familiales. Mais pour eux, accueillir, c'est aussi savoir laisser partir. 7 ans après leur arrivée, Rachana et Seripiap ont rejoint leurs parents réfugiés aux États-Unis. Georges et Dany sont retournés au Liban. Les séparations sont douloureuses. Les retrouvailles, de vraies fêtes. L'amour, c'est pas comme un gâteau. L'amour, c'est pas un gâteau qu'on coupe en 4, en 8 ou en 12. Qu'on soit 4, qu'on soit 8, qu'on soit 12, il y a toujours autant d'amour et même plus d'amour pour chacun. Si on coupe un gâteau en 12, il y a des parts qui sont plus petites. L'amour, on ne peut pas le couper. L'amour, on ne peut pas le couper, et de toute façon, les parts sont toujours égales. Un mot de sport maintenant avec un tirage au sort difficile pour 2 clubs français en Coupe d'Europe. En quart de finale de la Coupe des Coupes, Auxerre rencontrera au printemps les Anglais d'Arsenal, tenant du titre. Et puis en Coupe de l'UEFA, toujours en quart de finale, Nantes sera opposé aux Allemands du Bayer Leverkusen. Et puis en voile, les 2 bateaux français engagés pour la Coupe de l'América au mois de janvier prochain en Californie, à San Diego, ne sont plus qu'un. Les 2 équipes ont fusionné. Le bateau qui courra, vous le savez, aux couleurs de France Télévisions. France 2 et France 3 qui, à l'horizon 1998, déménageront. C'est l'architecte Jean-Paul Viguier qui a été désigné ce soir pour nous construire une maison toute neuve. Jean Pézieux et Patrick Bois. Élancé, avec sa longue façade vitrée, le futur siège de France 2 et de France 3 est bien dans la manière de Jean-Paul Viguier, pour qui l'architecture est l'art de rendre la matière transparente. Le siège de France Télévisions sera construit au sud-ouest de Paris, sur la rive gauche, au bord de la Seine. Le terrain est situé entre le boulevard extérieur et la ligne C du RER. Le bâtiment, prévu pour accueillir 2300 personnes, est construit sur plusieurs niveaux. En bas, les plateaux des 2 chaînes, une rue intérieure dessert les studios et toute la technique. Au-dessus, les rédactions qui pourront, comme ici, avoir une vue sur la Seine. On construit pour nous, pour nos successeurs, et que pendant des années, ce bâtiment extraordinaire va représenter la télévision publique. Et je me fais une très haute idée de la télévision publique. Jean-Paul Viguier, ici devant le jury de France Télévisions, a construit plusieurs sièges de grandes entreprises. Mais il est surtout connu pour avoir réalisé le pavillon de la France à l'exposition internationale de Séville. C'est une aventure pour moi assez merveilleuse parce que ça me met en contact avec un monde que j'aime, qui est celui de l'image. Et j'y trouve de très nombreux liens avec mon métier. Moi aussi, d'une certaine manière, je fabrique des images aussi avec mes bâtiments. Le siège de France Télévisions devrait coûter un peu plus d'1 milliard de francs. Il sera terminé fin 98. De la musique maintenant, après avoir enflammé les plus grandes salles de France, Jean-Louis Aubert, l'ancien chanteur du groupe Téléphone, a eu envie d'un retour aux sources, les petits cafés, les petits théâtres et le bouche à oreille comme seule campagne de pub. Jean-Louis Aubert est ravi, les spectateurs aussi, Éric Perrin et Bernard Puissesseau. Les chemins de traverse pour garder les pieds sur terre. Jean-Louis Aubert s'offre une tournée retour aux sources pour fêter la sortie de son album live. Peu de pubs, des prix d'entrée inférieurs à 100 francs, des lieux de petite capacité. Que ce soit chez Paulette, à Toul ou à l'Erotica, à Paris, les concerts jouent la carte famille, sur scène ou dans la salle, le plaisir d'être entre amis. Il est temps à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, de nous jeter à l'eau, Page de tournée dans un album commun vieux de 25 ans. Daniel Roux à la basse, Richard Kolinka à la batterie. Avec Jean-Louis, ils se sont connus à 17 ans. C'était avant Téléphone, le groupe s'appelait Molina. On était tous les 3 sans se connaître au même concert des Who, au Théâtre des Champs-Élysées, quand ils jouaient Tommy. Et on est tous les 3 sortis sans se connaître en se disant, nous on va faire de la musique. Et on s'est rencontrés après.
Qu'est-ce qui pousse les gens, la musique, le plaisir. Ça, c'était vraiment là, on est parti pour se faire plaisir, en se disant si on se fait plaisir à nous, ça va certainement faire plaisir à quelques-uns. C'est la bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin. Quelques coups de téléphone où l'on répond toujours présent, de la générosité. Avec cette formule, petite salle pour cœur gros comme ça, Jean-Louis Aubert rend hommage à son public et il lui dit: Voilà, c'est fini. Je ne vois plus au loin que vos chevelures nuit. Et pourtant c'est toujours moi qui vous suis. À bientôt. Voilà, je vous propose avant de refermer ce journal de revenir sur l'information de la soirée, information qui nous est parvenue à 19h30. Le tribunal de commerce de Paris a donc décidé la liquidation judiciaire personnelle de Bernard Tapie, ce qui entraîne la perte de tous ses mandats électoraux et qui le rend inéligible pour 5 ans au moins, avec deux réactions. D'abord celle de Jean-François Aury pour le mouvement Radical. Au nom de Radical, Jean-François Aury apporte son amitié personnelle et son soutien politique à Bernard Tapie. Aux yeux de tout le pays, dit-il, le pouvoir de droite tente d'éliminer un dirigeant de l'opposition. Réaction de René Monory, le président du Sénat, qui déclare sur France Inter qu'il est difficile de vivre toujours à crédit et que la mise en liquidation judiciaire de Bernard Tapie n'est pas une grande surprise. Écoutez maintenant les réactions des Marseillais recueillies il y a quelques minutes dans la rue par notre correspondant Patrice Velay. Bernard Tapie, vous le savez, envisageait de se présenter à la mairie de Marseille au mois de juin prochain. Tout Marseille attendait la nouvelle, elle est tombée ce soir à 19h28. Bernard Tapie mis personnellement en liquidation judiciaire. Conséquence, le député radical va perdre ses mandats électoraux au Parlement européen et à l'Assemblée nationale. Réaction à chaud dans un bar de la Canebière, la stupéfaction sur tous les visages. Le commerce de Paris a rendu sa décision ce soir après avoir entendu Bernard Tapie. Il pourra se présenter, bien sûr. Il y a tout le monde qui est pour lui. Pour l'instant, il n'a plus le droit, de par le tribunal. Mais plus tard, oui. Vous pensez qu'il va faire appel? Ah oui, largement, oui. Les Français, les Arabes, tout le monde aime Bernard Tapie. Mais le tribunal lui interdit de se présenter. Ah bon? Ce soir. Faut faire appel. Vous mettez un peu d'eau. Voilà. Vous en pensez quoi? Vous pouvez mettre un peu d'eau? Faut faire appel. Voilà, faut faire appel. Donc à mon avis, il va bien trouver une combine pour effacer tout ça, quoi. Et pour pouvoir se présenter. Il doit bien avoir ces ressources-là, quoi. Après tout ce qu'ils lui ont fait, il va bien pouvoir se sortir de là. Vous pensez que ce serait bien pour Marseille qui se Ouais, présente? ouais, bien sûr. Ouais. C'est lui qui fait vivre Marseille, hein, avec l'équipe. Voilà pour ces premières réactions des Marseillais. Nous reviendrons bien évidemment dans le dernier journal aux environs de minuit 5 avec Catherine Sellac sur cette information du tribunal de commerce de Paris. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. Puis à 20h50, un téléfilm, Les femmes et les enfants d'abord. À 22h55, Mireille Dumas et Bas les masques. Demain matin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra à 7h50 le socialiste Pierre Moscovici. À 13h, Daniel Bilalian. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h avec notre invitée Isabelle Adjani. À demain 20h. Bonsoir.